Bonjour et bienvenue dans Lit Afrique. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau M. Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste des conflits armés et auteur du livre Nigeria, la fabrique de la malédiction du pétrole dans le delta du Niger, paru en 2024 aux éditions de la Sorbonne. Votre ouvrage analyse l'impact du pétrole sur un pays méconnu en France, donc le Nigeria, dans une zone encore plus méconnue qui est le delta du Niger. Et pourtant, comme vous dites dans votre livre, quand les Français vont faire le plein d'essence, environ 1 litre sur 10 vient du delta du Niger. C'est quand même énorme. Donc, pour commencer, quand est-ce que le pétrole a été découvert dans la région et quel est son impact économique aujourd'hui pour le pays ? Le Nigeria, c'est la compagnie Shell qui y découvre du pétrole en 1956 et les premiers barils exportés le sont en 1958. Mais au moment où démarre la guerre de sécession du Biafra, qui va beaucoup marquer la région, c'est en 1967, à l'époque, le Nigeria reste un petit producteur en fait. C'est-à-dire que les revenus du pétrole abondent peut-être 10% du budget de l'État. Donc ce n'est pas très important. Vraiment, ce qui va basculer, c'est dans les années 70, avec le boom pétrolier, notamment la première crise pétrolière de 1973, qui voit l'envolée des prix du baril de brut. Tout d'un coup, le pays devient très riche. Ça lui permet de financer la reconstruction des régions dévastées par la guerre du Biafra, et ça lui permet aussi de s'affirmer comme une puissance régionale. Par exemple, le Nigeria va créer la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui est encore active aujourd'hui. Et donc, dans les années 70, à ce moment-là, le Nigeria, effectivement, commence à devenir très dépendant économiquement de la rente pétrolière, qui va abonder l'essentiel en fait, des revenus en devises, jusqu'à 96-97% des revenus en devises de l'État nigérian. Depuis, il y a eu une relative diversification de l'économie, mais ce n'est pas tant parce qu'il y aurait d'autres secteurs économiques qui auraient beaucoup progressé, notamment l'agriculture, parce qu'au départ, à l'indépendance, le Nigeria était une grande puissance agricole, mais en réalité, ce n'est pas vraiment l'agriculture qui décolle, ou l'industrie, les manufactures de textiles, ou tous les essais qu'il y a eu d'industrialisation n'ont pas tellement porté leurs fruits. En réalité, ce qui se passe, c'est d'abord que la Banque mondiale a changé son mode de calcul statistique pour calculer le produit intérieur brut du Nigeria, qui est devenu le plus important d'Afrique, supérieur même à celui de l'Ukraine, parce qu'ils ont inclus des activités qui avant n'étaient pas prises en compte, une partie de l'économie informelle, Nollywood, la fameuse industrie du cinéma, etc. Et puis surtout, ce qui explique cette réduction de la part du pétrole dans l'économie du Nigeria depuis presque une dizaine d'années, c'est l'effondrement de la production. Ah, bien sûr. On est passé en 10 ans de 2,4 millions de barils produits par jour à 1,3 million. C'est énorme comme réduction. Et ça, ce n'est pas dû au fait qu'il n'y aurait plus de pétrole au Nigeria. Il y en a, c'est les premières réserves de gaz prouvées en Afrique. Il y a un potentiel énorme et on pourrait se dire qu'avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui se passe, les tensions sur les marchés des hydrocarbures, il y aurait une ruée vers l'or noir au Nigeria. Et ce n'est pas le cas parce que le delta du Niger est très en situation d'insécurité. Il y a beaucoup de pillages des oléoducs avec un phénomène qu'on appelle le bunkering, qui en fait, on pique le brut dans les pipelines directement, et ensuite, soit il est raffiné localement, mais ça pollue énormément, soit il est revendu sur le marché noir à l'international. Et en plus de ça, les compagnies pétrolières exploitantes se font accuser de faire la production, de polluer le delta du Niger, alors qu'en réalité, c'est des bandits qui viennent crever les oléoducs qui se répandent ensuite dans la nature. Donc, en fait, les investisseurs, bien que le marché soit propice, a priori, en fait, ils ne sont pas là, ils ne sont pas au rendez-vous. Un petit peu sur l'offshore, un petit peu sur le gaz en deep offshore, loin des côtes, mais sur le delta du Niger, sur le continent, le Nigeria a beaucoup perdu de son attractivité. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les multinationales les plus présentes au Nigeria? C'est évidemment Shell. Oui, Shell, historiquement, c'était eux le leader. C'est eux qui exploitent les premiers gisements à Loibiri en 1956, donc dans le delta du Niger. Puis ensuite, vous avez, alors les compagnies ont changé de nom, mais les gros au Nigeria, c'est ExxonMobil, c'est Total et c'est Chevron. Voilà. Et Agip, Eni, côté italien également. Mais attention, la part des multinationales ne cesse de se réduire au profit de compagnies pétrolières nigérianes qui n'ont pas forcément le savoir-faire, mais qui sont un peu ce qu'on appelle des gatekeepers, vous voyez, qui bloquent l'accès à la concession. C'est eux qui ont la concession, et après ils font appel à des sous-traitants occidentaux pour faire le job. Donc les grandes multinationales
sont plutôt, on est très clairement sur un désinvestissement de l'onshore. Ça, c'est absolument marqué. Et ça contribue aussi au fait qu'il y ait une réduction de la production pétrolière, puisque quand vous avez une concession, le temps de trouver du pétrole, de le mettre en exploitation, si vous en trouvez, ça prend au moins 10 ans. Donc ça veut dire que structurellement, la production, elle diminue, mais que dans les 10 années à venir, elle est également amenée à, au mieux, stagner, puisqu'on va arriver sur des gisements qui seront plus ou moins en fin de vie. Et comme les multinationales ne prennent pas le relais, que les compagnies locales n'ont pas du tout la capacité à découvrir ou à faire de l'exploration de façon professionnelle, structurellement, le Nigeria peut se poser de grosses questions sur sa rente pétrolière. Quelle est la relation entre la violence et le pétrole? Alors c'est très compliqué. Justement, le livre déconstruit un peu cette théorie de la malédiction du pétrole en disant que tous les problèmes de violence au Nigeria viendraient de la rente pétrolière. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'autoritarisme, les coups d'État militaires, la corruption, tout ça existait déjà avant la mise en production du pétrole, en fait, et surtout avant l'exportation et le boom pétrolier des années 70. Disons que le pétrole a été un catalyseur de ces phénomènes, puisqu'effectivement, il a permis de financer les dictateurs militaires, il a permis de financer leur appareil coercitif, et puis il a aussi détruit des sociétés traditionnelles qui vivaient beaucoup de l'agriculture, puisqu'on est plutôt allé sur l'argent facile du pétrole. C'était plus facile de gagner de l'argent en vendant du brut, plutôt qu'en s'embêtant à aller bêcher les champs pour produire du cacao ou de l'huile de palme, vous voyez. Et donc tout ça a contribué finalement à déstabiliser le Nigeria, mais la guerre de sécession du Biafra a aussi joué un rôle très important. Et contrairement aux légendes qui entourent la guerre du Biafra, ce n'était pas une guerre du pétrole. Le pétrole n'a pas financé les belligérants, et c'est les pogroms de 1966 qui ont précipité les Igbo dans la voie de la sécession. Ils ont déclaré l'indépendance du Biafra, mais ce n'est pas parce qu'on savait qu'il y avait du pétrole qui pourrait être un jour exploité qu'ils ont décidé de faire sécession. Ça a renforcé leur discours pour dire, regardez, on peut constituer une république indépendante et viable économiquement, parce qu'on sait qu'il y a du pétrole, mais les gens ne sont pas fous au point de risquer leur vie, de mourir de faim, parce qu'il y a eu un blocus terrible, il y a eu peut-être 1 million de morts pendant cette guerre, simplement en se disant, ah bah tiens, on va faire la guerre, on va risquer notre vie parce qu'il y a du pétrole. Enfin, non, ils ont fait cette sécession, ils ont risqué leur vie parce qu'il y avait eu les pogroms et qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient victimes d'un génocide. Et que finalement, s'ils ne se battaient pas pour leur survie, ils seraient tous liquidés impitoyablement et exterminés. Et c'est ça qui était le moteur de la guerre du Biafra. Ce n'est pas du tout le pétrole. Il y a eu beaucoup de supputations, d'hypothèses sur le rôle du pétrole pendant la guerre, y compris de la part des multinationales, Shell, Elf, etc. Mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, les multinationales, la production en fait elle s'est effondrée, comme normalement en temps de guerre, parce que vous ne pouvez plus exporter, les terminaux maritimes sont bloqués, et donc ça a peu financé le gouvernement fédéral, un petit peu, mais peu, et quasiment pas les Biafrais, un tout petit peu au début de la guerre, mais sinon ça n'a pas joué le rôle déterminant qu'on imaginait. Mais ce que j'ai vraiment appris de votre livre, c'est que la malédiction des ressources dans cette théorie, en fait, c'est plutôt un symptôme de la mauvaise gouvernance. Ouais. Il y a quand même, vous parlez beaucoup de la gouvernance, du système politique un peu corrompu au Nigeria. Et vous avez utilisé ce terme du godfatherisme. Donc, est-ce que vous pourriez définir un peu ce terme? Pourquoi? Alors, c'est le terme qu'emploient les Nigérians qui fait référence au fameux film de Coppola, vous voyez, Le Parrain. Donc, l'idée que la classe dirigeante, c'est une classe mafieuse. Elle est là pour se servir et pas pour servir le pays. Donc les gens détournent l'argent de la rente pétrolière de diverses façons. Ça se voit vraiment à tous les niveaux, même au niveau le plus fin, au niveau le plus local. Ce n'est pas uniquement les grands dirigeants qui sont corrompus et qui vont détourner l'argent. Et donc le godfatherisme, en fait, fait référence à des espèces d'investisseurs qui vont miser sur un pion qui va être leur candidat aux élections, et ensuite ils attendent un retour sur investissement sous la forme de contrats surfacturés, de prêts avec des grandes facilités de crédit ou ce genre de choses, qui fait que voilà, il y a un gaspillage d'argent absolument hallucinant au Nigeria. Donc le pétrole précipite ce genre de phénomène parce qu'il y a plus d'argent en lice, donc plus de corruption. En revanche, le pétrole n'est pas la cause de la corruption. Il exacerbe, c'est un révélateur de l'autoritarisme, de la violence et de la corruption, mais ce n'est pas la cause, parce que les causes étaient déjà là avant. Et le problème, quand on analyse le delta du Niger, c'est que si on ne regarde que le facteur pétrolier, on ne comprend pas justement toutes les dynamiques de violence qui ne sont pas forcément liées en fait, au pétrole. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent, de criminalité urbaine, de justement...
le fait qu'il y ait des politiques mafieux qui vont recruter des nervis de la guerre pour aller éliminer leurs opposants, ça c'est extrêmement mortifère quand on regarde sur le long terme. Et il y a une déconsidération de la classe politique qui est aussi très forte de la part de la population, donc avec aujourd'hui des taux de participation électorale qui font qu'on se demande quand même si le Nigeria serait vraiment une démocratie parlementaire. D'ailleurs, les Nigérians qui ont le sens de l'humour, ils parlent plutôt de démocratie, vous voyez, plutôt que de démocratie. Et c'est pas anodin que depuis la fin de la dictature militaire en 99, ils parlent d'un régime civil. Ils disent pas c'est une démocratie, ils disent c'est un régime civil. Il y a eu un régime militaire avant, maintenant c'est un régime civil. Mais régime civil, ça ne veut pas forcément dire que c'est une démocratie. Et dans le delta du Niger, vu le comportement des élites au pouvoir, notamment les gouverneurs des États producteurs de pétrole, franchement, il y a quelques chapitres un peu fouillés sur ces questions. Alemi Essaya, enfin bon, bref, je ne vais pas... Peter Odili, c'est ces gouverneurs qui ont vraiment... Il y a des dossiers sur eux à Scotland Yard absolument hallucinants. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Et c'est des criminels qui tenaient le budget de ces États producteurs. Et vous ferez le même constat pour le président actuel? Alors le président actuel, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, puisque le président Tinubu, qui a été élu en 2023, l'année dernière, c'est un homme du sud-ouest, donc ce n'est pas quelqu'un originaire du delta du Niger, mais c'est quelqu'un qui a un passé extrêmement trouble et qui justement incarne la figure du Godfather, hein, du parrain, du cacique Yoruba, qui va faire et défaire les gouverneurs locaux pour se constituer une clientèle. Hein. Et c'est quelqu'un qui a été poursuivi aux États-Unis au début des années 90 pour avoir blanchi de l'argent de la drogue. Simplement, à l'époque, il a passé un deal, il a accepté de payer au fisc américain un demi-million de dollars, on est en 91, c'est énorme. Et du coup, le système judiciaire américain, et il ne m'appartient pas de donner mon avis, mon opinion personnelle sur la façon dont ça fonctionne, mais du coup, les charges ont été abandonnées parce qu'il y a eu un arrangement. Donc, il a payé plus de 500 000 dollars à l'époque au fisc américain, et du coup, les charges. Donc, il a un casier judiciaire qui officiellement est vierge. Voilà. Mais vous demandez à n'importe quel Nigérian, notamment dans la jeunesse, peu de gens ont des doutes sur le passé, disons, pour le moins douteux, shady, comme on dit, de ce président aujourd'hui en exercice. Mais des jeunesses, surtout de la diaspora, ils vont souvent quand même aux États-Unis. C'est quand même le pays préféré, n'est-ce pas? Oui, c'est le grand modèle. C'est le grand modèle. C'est pas... Alors, il y a toujours des communautés nigérianes très conséquentes en Grande-Bretagne, l'ancien colonisateur. Là, il y a des liens très étroits. Et les remises de fonds de la diaspora jouent un rôle très conséquent au Nigeria, qui est un pays en profonde crise économique. L'effondrement des revenus, des salaires depuis 4-5 ans, enfin je veux dire, en France, on aurait 1% de ce que les Nigérians vivent et tout le monde serait dans la rue, ça serait la révolution. C'est hallucinant la capacité de résilience des Nigérians pour essayer de subsister alors que les salaires se sont effondrés pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps d'expliciter là. Et du coup, les remises de fonds de la diaspora permettent effectivement quand même à la population de survivre, de passer le cap difficile d'une présidence de Tinubu qui justement a supprimé en plus des subventions, notamment au carburant, à l'essence, qui fait que tout d'un coup, du jour au lendemain, les prix de l'essence à la pompe ont explosé. Ça se répercute après sur les prix des biens de première nécessité qui sont transportés jusque dans les marchés. Donc tout ça a un effet inflationniste extrêmement fort. Et finalement, la subvention du prix de l'essence à la pompe au Nigeria, c'était un des derniers restes de la grande époque du boom pétrolier des années 70, du contrat social qui faisait que le Nigeria était riche de sa rente pétrolière, et qu'une des seules façons dont les Nigérians en bénéficiaient, c'était justement le fait de payer leur essence à 20 centimes d'euros le litre, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, on est en train de se rapprocher du dollar par litre, ce qui est un prix plus internationalement accepté. Mais le Nigeria a réussi quand même, c'est tellement mal géré que le Nigeria a réussi ce miracle, qui est quand même assez rare dans les pays producteurs de pétrole, qui est qu'ils perdent l'argent, que les prix du baril soient à la hausse ou à la baisse. Parce que quand les prix du baril sont à la hausse, le Nigeria gagne plus d'argent à l'exportation de brut. Très bien. Le problème, c'est que comme ces raffineries publiques, il y en a 4, elles ne fonctionnent quasiment plus, et que la raffinerie privée de Dangote ne prend pas encore le relais, du coup, le Nigeria est obligé d'importer des produits raffinés, et sa consommation locale, nationale ne cesse d'augmenter. Ça, il le paye au prix du marché. Donc quand les prix du brut sont à la hausse, la facture d'importation de produits raffinés, en sachant qu'après c'est subventionné, le différentiel est payé par le gouvernement,
ça a vraiment complètement saigné les finances publiques du Nigeria au cours des 10-15 dernières années. C'était vraiment terrible. Par contre, quand les prix du baril sont à la baisse, à ce moment-là, le Nigeria fait moins d'argent à l'exportation de brut. En revanche, effectivement, l'importation de produits raffinés, elle, la facture est un peu allégée. Mais du coup, c'est quand même un sacré paradoxe pour un pays producteur qui est qu'il pâtit de l'évolution des cours, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas, il perd de l'argent. C'est quand même assez extraordinaire. Et depuis 2023, la grande compagnie nationale des pétroles, la compagnie publique, ne donne plus d'argent à la Banque centrale. Il n'y a plus de remise de fonds. Donc il y a une déperdition phénoménale. Alors, dans 2021, par exemple, le Parlement nigérien a quand même adopté une réforme pétrolière pour donner un cadre légal et fiscal, qui ambitionne au moins de donner ce cadre légal et fiscal à l'industrie nigérienne du gaz et du pétrole. Mais est-ce que ça a apporté des fruits? Est-ce que c'est ce type de réforme, en fait, est-ce que ça marche ou est-ce que c'est juste un peu du vide? Bon, on dit qu'on va faire ça, mais... En fait, le gros problème du Nigeria, c'est que depuis la présidence d'Obasanjo, en 2007, il y avait un projet effectivement de réforme de l'industrie pétrolière qui avait plusieurs objectifs, au début sans doute assez louables, qui était par exemple que la compagnie publique des pétroles, qui est en joint venture avec toutes les multinationales, on va découpler, comme ça se fait par exemple en Norvège, on évite les conflits d'intérêts. Il ne faut pas que la NNPC, c'est son nom, la compagnie nationale des pétroles, soit à la fois le régulateur et le producteur. Parce que quand vous êtes le régulateur, ça veut dire que vous allez, si vous êtes producteur en même temps, si vous faites du torchage de gaz, ce qui en principe est interdit au Nigeria, c'est vous qui allez payer l'amende. Donc évidemment, vous évitez de vous imposer des amendes. Donc les conflits d'intérêts étaient manifestes. Donc c'était un des objectifs de cette loi, qui n'a pas vraiment... Et puis un autre objectif, c'était de préciser le cadre fiscal, puisque effectivement, il n'y avait plus d'investissement, parce qu'un investisseur, il n'investit pas, s'il n'arrive pas à faire son business plan, en sachant combien il va être taxé. Et comme tout était dans le flou, avec des arrangements au quotidien, que la NNPC est terriblement endettée, elle doit beaucoup d'argent aux multinationales, qui du coup font que ce qu'on appelle les cash calls, en fait, les investissements pour la maintenance, pour la production dans les joint ventures, sont en fait assurés par les multinationales, au lieu d'être payés par moitié, au prorata départ par la NNPC. Du coup, la NNPC est aussi très endettée. Et rien de tout ça, en fait, n'est réglé par ce qu'on appelle la PIB, la Petroleum Industry Bill, qui, une fois votée, est devenue donc la PIA, Petroleum Industry Act. Et en réalité, l'idée était un peu de soulager la fiscalité sur l'onshore, qui ne se vend plus parce qu'il y a trop de bunkering, trop de pillage du brut. Donc les multinationales désinvestissent, mais en masse. Là, on parle de milliards de dollars. Ils abandonnent leurs concessions. C'est repris par des petites compagnies locales qui n'ont pas forcément le savoir-faire. On ne sait pas très bien où ça va aller, mais on sait que la pollution, en revanche, elle continue. Parce que de toute façon, le pillage du brut qui se répand dans la nature, lui, il continue, il perdure. Donc l'idée, c'était d'avoir une fiscalité peut-être un peu plus renforcée sur l'offshore. Parce qu'au début des années 90, la dictature militaire, pour inciter les investisseurs allaient sur l'offshore, qui est extrêmement coûteux en termes de capital et puis d'exploration, il y a beaucoup de risques. Du coup, ils avaient allégé la fiscalité l'offshore. Donc l'idée à un moment, c'était on va renforcer la fiscalité sur l'offshore et on va l'alléger sur l'onshore pour inciter les producteurs locaux à se positionner. Et en fait, ça n'a pas, pour l'instant, donné de suite parce que le cadre, la corruption au Nigeria, l'absence d'état de droit contractuels notamment, la dette de la NNPC fait que les investisseurs ne sont pas rassurés et en dépit du potentiel fantastique de croissance dans le domaine des hydrocarbures, notamment sur l'offshore, et en dépit de la guerre en Ukraine, etc., la pression elle est forte. A priori, les investisseurs devraient se précipiter. Mais les conditions politiques et sécuritaires ne sont pas réunies et finalement, cette loi n'a pas bouleversé la donne de ce point de vue. Et quel est le rôle des institutions internationales, des ONU, pour un peu essayer de régler les insécurités, les inégalités au Nigeria? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que... Oui, ils ont des bureaux. Après, vous êtes sur un géant africain. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est 200 millions d'habitants. Ça va devenir le 3e pays le plus peuplé du monde d'ici 2050. L'Inde passera au premier rang, suivi de la Chine, puis du Nigeria. Donc même quand la Banque mondiale vient avec des milliards de dollars, même quand les grandes agences de développement occidentales arrivent, elles n'ont pas un effet de levier, je ne sais pas, contrairement au Gabon, 1 million d'habitants et une production à 300 000 barils. Là, vous pouvez avoir un effet de levier. Sur le Nigeria, c'est trop gros. Donc les organisations internationales, on le voit même avec ce qu'on appelait les plans d'ajustement structurel dans les années 80 de la Banque mondiale, qui visaient à réduire la fonction publique, à privatiser des fonctions régaliennes de l'État, etc.
L'État nigérian, bon, c'était des dictatures militaires à l'époque, a dit oui, on va suivre le... Et en fait, ils n'ont pas suivi. Ils ont privatisé certaines entreprises publiques, mais en fait en les confiant à leurs subalternes. Donc c'était une fausse privatisation, et en réalité, ils n'ont pas vraiment suivi le plan d'ajustement structurel de la Banque mondiale. Donc je dirais que l'effet de levier, la capacité d'influence des organisations internationales au Nigeria, elle est à la mesure du gigantisme nigérian. C'est pas très probant, quoi, on va dire. Voilà. Le Nigeria, c'est quand même un pays que vous connaissez intimement, disons, surtout par rapport aux autres Français. Ce livre, comme vous dites, c'est le résultat de 30 ans de recherche. Donc, vous allez régulièrement, vous avez fait des séjours là-bas, vous avez même vécu à Accor dans les années 80. Donc, pendant ces 30 ans, qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement dans le pays à l'échelle sociale? Un changement qui, moi, m'a marqué personnellement, c'est qu'on a quand même accès à des communications. Moi, quand je vivais à Port-Harcourt à la fin des années 80, pendant 2 ans, il n'y avait pas de téléphone ligne fixe. Le réseau était complètement effondré, il ne fonctionnait pas. Il fallait connaître quelqu'un pour, à la rigueur, communiquer avec des téléx. Bon, évidemment, pas d'Internet, pas de téléphone portable. Enfin bref, c'est quand même un mode de vie que plus personne n'imagine aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous, par exemple. Donc ça veut dire que vous vous pointez chez les gens sans les prévenir, et soit ils sont là, et ils peuvent vous recevoir, soit ils ne sont pas là. Donc il y a aussi une forme de convivialité. On voit des amis débarquer à la maison, ils n'ont pas prévenu, c'est normal, parce qu'ils ne peuvent pas vous prévenir, et voilà, on les reçoit. Donc en fait, c'est quand même il y avait un isolement qu'il n'y a plus aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le téléphone portable marche très mal parce que voilà, la corruption gangrène tout au Nigeria, y compris le secteur privé, donc on vend plus de lignes téléphoniques que la capacité de portance du réseau. Les réseaux, de temps en temps, sont fermés par l'armée qui croit malin comme ça, en pensant pouvoir pourchasser les terroristes. Puis du coup, les victimes des terroristes ne peuvent plus appeler l'armée parce qu'il n'y a plus de réseau téléphonique. L'armée elle-même en pâtit parce que son système de communication alternatif ne fonctionne pas. Donc en fait, les soldats entre eux, ils communiquent aussi par le réseau, mais le réseau a été coupé par l'armée. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que dès que vous sortez d'Abuja et de Lagos, qui sont souvent les villes où en fait les Occidentaux s'arrêtent, dès que vous sortez dans des villes de province, dès que vous êtes dans le milieu rural, vous vous rendez compte que, quelque part, la situation n'a pas tant changé que ça par rapport aux années 80. Mais par contre, il y a des situations qui se sont améliorées. Par exemple, Lagos. Moi, le souvenir que j'ai de Lagos à la fin des années 80, des années 90, enfin, franchement, vous aviez des cadavres qui pourrissaient au bord de la rue, personne ne les ramassait. Ça s'est beaucoup amélioré. Même l'aéroport, hein, au début, les attaques des avions, les bagages étaient pillés dans les soutes dès que l'avion atterrissait sur la piste. Ensuite, on a réussi à repousser les bandits à l'intérieur de l'aéroport. Donc quand j'arrivais, effectivement, il fallait payer un bandit pour chasser les autres bandits, sinon on se faisait attaquer à l'intérieur de l'aéroport. Et maintenant, les bandits ont été chassés en dehors de l'enceinte de l'aéroport et même en dehors de l'enceinte du parking de l'aéroport. Donc on voit qu'il y a des progrès. Vous voyez, avant, c'était sur la piste, ensuite à l'intérieur de l'aéroport, ensuite juste autour de l'aéroport. Maintenant, ça va plus loin. Donc je dirais que sur Lagos, même sur la circulation, il y avait un endroit très connu à Lagos qui s'appelle Oshodi Bus Stop, qui était un enfer sur Terre. C'était un truc, mais on savait qu'on pouvait rentrer dedans, mais on ne savait pas si on pouvait en sortir. C'était un amas de Molué, qui sont les bus d'autrefois qui étaient des bus Mercedes jaunes fabriqués dans l'état de l'Anambra, qui était un truc inextricable, quoi. Donc c'était un espèce de labyrinthe. Même ça s'est amélioré. Donc il y a des points au Nigeria qui sont vraiment améliorés. Et puis, même sur le plan politique, oui, c'est un régime mafieux, c'est pas très démocratique, il y a des achats de voix, la classe politique est déconsidérée, l'abstention électorale gagne du terrain tous les jours. Mais en attendant, par rapport à la dictature Abacha des années 90, franchement, c'est quand même le jour et la nuit, ça s'est beaucoup amélioré. La presse peut s'exprimer. Alors la presse a un autre problème, c'est qu'elle n'a plus de lectorat, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc ne paye plus pour avoir accès à de l'information, donc il y a un peu n'importe quoi qui circule. La presse n'était pas non plus toujours parfaite, hein, il faut bien le dire, mais enfin quand même, il y avait un mérite. C'était une des presses les plus indépendantes et les plus dynamiques de toute l'Afrique. Si vous comparez la presse au Nigeria et la presse des pays sahéliens qui sont revenus sous le joug de dictature militaire au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, sans même parler du Tchad qui a toujours été en fait une dictature militaire, c'est aussi le jour et la nuit. Je veux dire, il y a une indépendance même dans le monde académique, dans le monde universitaire, vous voyez, et ça c'est assez réjouissant. Et là-dessus, je trouve que le Nigeria montre aussi tout son potentiel de croissance, y compris dans sa capacité à critiquer le pouvoir. Parce que le pouvoir, il est corrompu et autoritaire, oui,
mais en même temps, il est très critiqué. Et les gens se gênent vraiment pas pour critiquer la classe dirigeante. Et ça, c'est quand même assez réjouissant. Il y a une vraie dynamique, vous voyez, positive, je trouve, pour penser le futur du Nigeria, quoi qu'il en soit, des maux terribles qui, par ailleurs, affectent ce pays. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marc-Antoine Pervus de Monclos, pour cette interview assez... comment dire ça, assez bon, vous avez découvert, vous m'avez fait découverte en moi avec votre livre, avec cette interview, un pays que vraiment je connaissais pas très bien du tout, je pense que je connaissais pas beaucoup de Français non plus. Hein. Donc pour rappel, votre livre Nigeria, la fabrique de la malédiction du pétrole dans le delta du Niger est disponible donc en ligne et dans les librairies. Les bonnes librairies. Les bonnes librairies, exactement. Mais merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.